pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. La responsable de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est les assurances qui viennent voir ceux qui ont été sinistrés, puis ils leur disent pas protégez votre maison. Tous ceux qui ont eu un sous-sol inondé, mais sachez que c'est fort probable qu'il va encore être inondé. Il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. If you're not successful this time, do you see yourself running again in 4 years? No, I don't. No, I don't. I think that will be it. I don't see that at all. Voici Patrick Lagacé. Lundi, le 23 septembre 2024. Merci d'être là. Je commence avec une météo. C'est officiellement l'automne depuis hier et les températures vont être un peu plus clémentes ces prochains jours. 14 degrés présentement à Montréal. Ça va monter aujourd'hui jusqu'à 21. On annonce du soleil avec des passages nuageux aujourd'hui. Demain, même scénario, soleil et nuages, maximum de 21 degrés. Mercredi, des nuages, 17 degrés, de la pluie en après-midi. Je commence avec, pour ce tour d'horizon de l'actualité, là, avec une nouvelle qui est à la une de Radio-Canada aujourd'hui. C'est un reportage de la correspondante parlementaire de Radio-Canada, Véronique Prince. Message aux élus de la CAQ, il faut se serrer la ceinture. Donc, le bureau du premier ministre qui envoie le message, aux députés qui envoient le message aux ministres. Le temps des grandes dépenses est terminé. Les coffres sont vides. Donc, préparez-vous. Préparez vos annonces, préparez-vous mentalement. On ne peut plus, maintenant, quand on voit un projet, dire « oui, on a l'argent pour ça ». Je rappelle qu'on est à 11 milliards de déficit au Québec. C'est une sorte de choc culturel pour les élus de la CAQ, là. On le sait parce que depuis quelques années, il y avait des surplus. Et quand on est tombé en pandémie, ben là, il ne fallait pas regarder à la dépense, il fallait stimuler l'économie, il fallait maintenir certains services. Là, il faut se serrer la ceinture. C'est un choc. Et on peut lire que plusieurs dans l'équipe de la CAQ vont devoir se faire à l'idée que tous les projets ne vont pas se réaliser à tout prix là, pour les députés dans leur circonscription. Les ministres aussi ont reçu le mémo, doivent établir des priorités et surtout respecter les budgets octroyés. Et là, on note que, évidemment, on est à 2 ans de l'élection. On va avoir des élections en octobre 2026. Et la situation est insécurisante, semble-t-il, pour beaucoup d'élus, selon les sources de la journaliste Véronique Prince. Pourquoi? Bien parce qu'on se dit, là, on s'en vient en élection. On va rentrer dans le cycle électoral, lentement, mais sûrement. Et qu'est-ce qu'on va leur présenter? Le pari du groupe qui est autour du premier ministre, des conseillers du premier ministre, c'est si on a des résultats en santé et en éducation, ben ça va éclipser les annonces que vous n'aurez pas faites comme ça dans vos comtés. Chose certaine, il y a des élus qui commencent à être un peu plus nerveux dans le camp de la CAQ. On peut lire ça à la une de Radio-Canada. Maintenant, négociation entre le gouvernement et différentes entités. On sait que c'était particulièrement difficile avec les infirmières de la FIC. Il y a une entente qui a été proposée, une proposition d'entente qui a été déposée par un conciliateur. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas d'entente entre les infirmières et le gouvernement. Il y a des négos qui commencent avec les médecins de famille et il y a des négos aussi qui commencent avec les médecins spécialistes. Il y a une entente de rémunération à refaire. Chaque année, à chaque négociation avec les médecins, que ce soit les spécialistes ou les omnipraticiens, il faut refaire l'entente de rémunération. Là, il y a le docteur Oliva, qui est le président de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui va rencontrer le premier ministre du Québec, François Legault. Et là où c'est particulier, c'est que d'habitude, le premier ministre intervient à la fin d'une négo. Il y a cette image, ce cliché en politique québécoise où, justement, quand il y a une négo entre des employés de l'État ou les médecins, par exemple, ben quand on n'arrive pas à régler, ça se règle dans le bureau du premier ministre. C'était vrai avant M. Legault. Et là, ils vont se rencontrer avant. Donc, c'est un peu particulier. Mais quand même, dans le système de santé, il y a plusieurs réformes qui sont en cours et il y a 3 groupes importants d'employés, d'artisans qui sont sans contrat de travail. Les infirmières, les médecins de famille, les médecins spécialistes. Et ça arrive à peu près en même temps dans un contexte, je le mentionnais tantôt, où on a 11 milliards de déficit au Québec. 11 milliards et un ralentissement de dépenses un peu partout. On le constate dans les hôpitaux,
ailleurs dans le système de santé, dans le système scolaire aussi, université, cégep. On l'a vu il y a quelque temps, des travaux qui avaient reçu le feu vert pour des rénovations. Et on se fait dire, là, vous ne partez pas ces travaux-là parce que, justement, on va couper l'enveloppe. C'est pas de l'austérité, mais ça ressemble à de l'austérité. C'est pas de l'austérité libérale, mais ça ressemble à de l'austérité. Quand vous ralentissez la croissance des coûts de programme et qu'on parle de milliards de dollars, ça fait un effet dans les services publics. Toujours en matière de relations de travail, on peut se poser la question maintenant, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz à Air Canada? Je pose la question parce qu'on le sait, il y a une semaine, une entente de principe juste avant le déclenchement d'un conflit de travail. Entente de principe entre les pilotes et Air Canada. Au cœur du message du syndicat des pilotes d'Air Canada, c'était tout l'enjeu des jeunes pilotes. On disait, nos jeunes pilotes doivent avoir un autre travail en parallèle pour arriver, ils ne sont pas suffisamment payés. Et là, il y a la présidente du syndicat des pilotes d'Air Canada qui a fait une grande réunion virtuelle il y a quelques jours, vendredi, et on peut lire ça dans le Globe and Mail d'aujourd'hui. Elle se fait poser des questions par les jeunes pilotes. Les jeunes pilotes regardent l'entente et se disent « Ouais, OK, on va être mieux payé que dans le régime passé, mais on est encore assez peu payé quand on se compare aux pilotes qui sont en haut de l'échelle. » Et là, elle a dit, la présidente du syndicat des pilotes, elle a dit à ses membres, écoutez, je comprends que vous posez des questions, sauf que si vous refusez cette entente-là, que le syndicat, que l'exécutif a négocié, moi, je vais démissionner. Donc, la question se pose, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz? On le sait pas. On le sait, là, des fois, là, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un syndicat, ça peut être comme lire dans les feuilles de thé, mais je rappelle que d'un point de vue de relations publiques, le syndicat a beaucoup joué là-dessus. On a eu un représentant à cette antenne et c'est comme si on menaçait de faire la grève uniquement pour les jeunes pilotes. Et moi, je l'ai souligné quand sont sortis les détails de l'entente qui a été conclue avec l'employeur. Pour un syndicat qui se battait pour les jeunes, quand est venu le temps de répartir les bonis de signature, bien, les jeunes ont eu des miettes. Et les plus vieux ont eu des gros montants, vont avoir des gros montants si l'entente est acceptée. Donc, il y a une part de communication qui était là-dessus, mais franchement, dans le réel, on peut se demander si c'était pas juste d'utiliser le sort des jeunes pilotes. Dans la presse aujourd'hui, on peut lire une lettre de Michael Sabia, parlons un peu d'énergie, le PDG d'Hydro-Québec, qui a fait paraître cette lettre où il réagit aux critiques face aux nombreuses pannes. Il y a des endroits au Québec où il y a des pannes qui sont plus nombreuses que d'autres. Et samedi, la journaliste d'enquête Ariane Lacourcière donnait la parole à des gens qui sont dans des régions où il y a souvent des pannes du service d'électricité. Et M. Sabia convient qu'il y a des améliorations à faire. Il donne des statistiques où il dit, écoutez, les interruptions ont baissé, mais quand même, je le cite là, il faut se le dire, les investissements dans la résilience du réseau ont été insuffisants au fil des ans. Nous avons du rattrapage à faire. Et ça, c'est pas juste Michael Sabia qui le dit, il y a aussi la vérificatrice générale du Québec dans ses analyses à propos de la Société d'État qui l'a soulevé. Donc, dans l'enquête d'Ariane Lacourcière, on entend des histoires qui sont franchement un peu surprenantes. Il y a des pannes d'électricité parfois dans la région de Montréal, mais quand vous êtes en région plus rurale, où il y a de la végétation, ça peut être très, très souvent. Ça peut aller jusqu'à une quarantaine de fois par année où vous avez des coupures de service. Il y a un agriculteur qui, lui, fait de la production en serre, donc dépend beaucoup de l'électricité, qui témoigne. Il dit, écoutez, on a tellement d'interruptions de service que ça met notre production à risque, tellement il y a des pannes. Il y a une femme de Chelsea en Outaouais, puis là, vous allez me dire que c'est anecdotique, mais ça donne une idée à quel point le système d'Hydro-Québec peut être parfois, dans certaines régions, pas fiable. Elle dit, moi, j'aurais même plus l'heure de mon micro-ondes à la bonne heure parce qu'il y a toujours des pannes. Donc, c'est toujours à recommencer. La mairesse de Saint-Lazare en Montérégie, qui est un autre secteur frappé par des pannes très fréquentes, va être avec nous pour parler de tout ça un peu plus tard à l'émission.
Parlons encore un peu d'énergie. Dans le devoir de ce matin, on parle de 2 MRC en Mauricie où les gens sont déchirés face à un projet d'éolienne. C'est un projet de la compagnie TES Canada, un projet privé donc pour alimenter avec des éoliennes une usine d'hydrogène vert. Je vous le dis, je lisais ça dans le devoir ce matin. Et ça m'a replongé 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, pour la presse, j'avais enquêté sur les premiers projets d'éoliennes, des parcs d'éoliennes. Là. Hydro-Québec avait fait des appels d'offres, on confiait ça au privé. Et quand on parle d'éoliennes, on se dit, mon Dieu, si on compare au pétrole, si on compare au gaz, voici une énergie qui est propre, avec ses défauts. Hein, c'est plus difficile de stocker de l'énergie éolienne, ou en tout cas d'en produire à la demande, comme on le fait avec l'hydroélectricité. Mais un peu partout dans le monde, on commence à parier sur l'éolien, sur les panneaux solaires, bref, ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Sauf que quand vous allez dans le détail, quand vous allez sur le terrain, dans les communautés, puis c'est ce que j'avais constaté il y a 15 ans, ça cause beaucoup de déchirement. Je vous donne un exemple type. Vous habitez en milieu agricole, vous n'en voulez pas d'éolienne. Fait que quand le représentant de la compagnie cogne à votre porte et qu'il vous offre 3 000 $ par éolienne par année si on peut en installer sur votre terrain, vous dites non, vous n'en voulez pas. Ça vous regarde, ça peut être parce qu'il y a du bruit, ça peut être parce que votre vue va être abîmée. Mais votre voisin, lui, il en veut. Et vos terrains sont voisins, fait qu'il en met proche du début de votre terrain. Je peux vous dire que vous n'êtes pas même content et votre voisin, vous allez le regarder de travers. Ces chicanes-là, bien souvent, se transportent au conseil municipal. Les élus sont pognés, bien souvent, entre des citoyens qui veulent rien savoir et une compagnie qui arrive qui dit « Vous, la municipalité, là, on va vous donner, je ne sais pas moi, 100 000 $ par année. » Mais si votre budget est de 2 millions de dollars par année, c'est un bon montant. Et ça arrive souvent. C'est un cas, là, j'invente des chiffres, là, mais on est dans ces ordres de grandeur. Donc, ce que j'avais constaté à l'époque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cadres qui régissent les interactions entre les producteurs, les villes et les citoyens quand il est question de parcs éoliens. Et là, ce que je constate en lisant le devoir ce matin à propos de ce qui se passe en Montérégie, c'est que ça n'a pas beaucoup, disons, évolué non plus. Parlons un peu de changement climatique, d'inondations dans les sous-sols, parce que c'est assez lié, on l'a vécu au début du mois d'août. Il y a encore des gens qui subissent les contre-coups de ces inondations. Et samedi, j'ai reçu un courriel d'une femme qui est désespérée. Pourquoi? Elle se bat avec sa compagnie d'assurance. Elle a été inondée lors des pluies diluviennes du 9 août dernier. Maison intergénérationnelle. Et là, elle est en voyage à Cuba et il y a quelqu'un de sa famille qui va voir l'état de sa maison. Il y a 1 pouce d'eau dans le sous-sol. Et là commence la ronde des appels, des courriels avec la compagnie d'assurance. D'abord, c'est difficile de parler à un être humain. Et ensuite, elle a une assurance elle dit, j'ai une assurance de 60 000 $. Elle dit, je ne devrais pas avoir de difficulté à faire les travaux pour enlever tout ce qui a été inondé, ce qui est devenu un peu moisi. Et quand elle a ces interactions avec la compagnie d'assurance, on commence par lui dire, ce qu'on a pour vous, c'est 4 000 $. Évidemment, elle rue dans les brancards. Et là, à force de parler, à force de taper du pied, on lui dit, on va vous donner 20 000 $. Et là, elle fait le calcul, elle dit, il manque 40 000 $. Je ne connais pas le détail. Et vous êtes nombreux à m'écrire pour me parler de problèmes avec vos compagnies d'assurance. Là où je veux en venir, c'est que ça va être de plus en plus difficile de faire assurer des dégâts d'eau semblables. On peut regarder les changements climatiques et se dire que ça ne nous concerne pas. On peut se dire que c'est plus loin aussi, ça va venir un jour. Mais ça a été un rappel, ce qui s'est passé cet été. Pas juste au Québec avec les inondations, des feux de forêt dans l'Ouest canadien, des feux de forêt au Québec et dans l'Ouest canadien l'année passée. Les assureurs commencent à regarder la situation et se dire il y a des choses qu'on ne pourra plus assurer. Et là, il y a eu une sortie ces derniers jours du Bureau d'assurance du Canada qui représente les assureurs. Et comme des élus de Projet Montréal, de la Ville de Montréal, les assureurs disent il va falloir qu'on se parle de d'où on construit, de ce qu'on permet comme construction. Est-ce que permettre des constructions en sous-sol, des nouvelles constructions en sous-sol, c'est une bonne idée? Il y a des assureurs qui ne vous assureront plus après, par exemple, 2 dégâts d'eau. Et on le sait, quand il pleut, il va pleuvoir de plus en plus fort.
il y a des risques de reflux d'égout. Puis ça se ramasse dans les sous-sols. Si vous avez un lieu habitable dans les sous-sols, vous savez à quel point, si vous l'avez vécu, c'est catastrophique comme situation. C'est beaucoup de travail, ça coûte cher. Et si vous n'avez pas l'assurance, sans mauvais jeu de mots, que ça ne se reproduira pas, bien, la question se pose, est-ce que vous allez réaménager? Et à la Ville de Montréal, il y a des citoyens de Saint-Léonard récemment qui sont allés justement au Conseil poser des questions. Et il y a un monsieur qui a dit à Maya Vodanovic, qui est la responsable de l'eau au comité exécutif, écoutez, moi, j'ai condamné les logements que j'avais dans le sous-sol. Il louait des logements dans un immeuble et il y a eu trop de dégâts d'eau. Il a dit ça ne vaut plus la peine. Et ce que Mme Vodanovic a dit, c'est, écoutez, je peux juste vous dire que vous avez bien fait. Et elle a ouvert la porte à peut-être, justement, avoir de la réglementation à certains endroits à Montréal sur le fait de ne plus construire en sous-sol. Ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a des gens qui disent que la Ville ne se mêle pas de ses affaires. Mais quand je regarde la réaction des assureurs et quand je regarde ce qui se fait aux États-Unis, il y a des États aux États-Unis où il y a des assureurs qui disent, savez-vous quoi, nous autres, on n'assure plus ici. On s'en va. Même un État comme l'Iowa, je lisais ça là, dans des journaux américains il n'y a pas longtemps, l'Iowa n'est pas historiquement un État où il y a beaucoup d'événements climatiques extrêmes. C'est pas comme la Floride, la Louisiane, le Texas, où il y a souvent les contre-coups d'ouragans, des inondations, des vents, etc. Mais l'Iowa a commencé à avoir des tempêtes de grêle, des tempêtes de vent, etc. Et il y a des assureurs qui se disent, non, nous, on n'assure plus ici. Là, il y a des gens qui se retrouvent aux États-Unis, leur plus grand investissement, comme c'est le cas pour la moyenne des ours, c'est leur résidence, leur maison. Et tu te fais dire par ton assureur, nous, on ne t'assure plus, bonne chance. Tu commences à magasiner et tu trouves personne pour t'assurer. C'est un avenir qui peut être inquiétant et on l'a vu au Québec, là, il y a des endroits qui ont de la misère à se faire assurer. Donc, on sympathise avec tout le monde et on va avoir quelqu'un du Bureau d'assurance du Canada un peu plus tard à l'émission. Je veux parler aussi d'un monsieur qui s'appelle Philippe Truchon. C'est un meurtrier québécois qui a été emprisonné au Pérou. En 2017, il aurait tué... En fait, non, il n'aurait pas tué. Il l'a tué parce qu'il a été trouvé coupable et il a même fait des aveux dans une entrevue à la presse. Il a tué un autre Québécois, un ami, du nom de Jonathan Raymond. Donc, ça se passait au Pérou. Tout le monde était dans une sorte d'affaire, un commerce du cacao. Ça a mal tourné. Il y a eu altercation et Jonathan Raymond s'est fait tirer d'une balle dans la tête. Et ce que la preuve a montré, c'est que le monsieur a été exécuté. Donc, ce gars-là, Philippe Truchon, a été emprisonné. Et là, il s'est évadé. Il s'est évadé de prison. Il était en liberté surveillée, si j'ai bien compris. Il avait une permission de sortie. Et il en a profité pour quitter le pays, pour revenir au Québec. Comment ça, c'est nébuleux? Toujours est-il que la famille a fait des dénonciations sur les réseaux sociaux parce qu'on soupçonnait que Philippe Truchon se cache à Boucherville. La presse a pu le confirmer dans un article paru hier. Et là où c'est particulier, c'est que même si ce gars-là, Truchon, est en fuite, au Canada, il semble qu'on ne puisse pas l'arrêter parce que le crime a été commis au Pérou. Et le Pérou, le gouvernement du Pérou n'a pas demandé l'extradition de Truchon pour le ramener au Pérou. Tant que ça, c'est pas fait et on n'est pas sûr que ça va se faire, il semble qu'il n'y a pas de moyen légal, de justification légale pour arrêter ce type-là, Philippe Truchon. Donc, la famille, qui est vraiment fâchée, a publié beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. La mère de Jonathan Raymond, la victime, Diane Labarre, va être avec nous un peu plus tard. Je reste dans les affaires criminelles. On en a parlé avec Bénédicte tantôt. Deux affaires assez surprenantes. Là. Deux faits divers qui sont sortis comme étant des meurtres. Et ce sont des meurtres, sauf que dans les deux cas, il pourrait s'agir de gens qui se sont défendus quand ils ont été attaqués. Un cas dans Hochelaga-Maisonneuve, un homme qui faisait le plein dans une station-service a été attaqué par 5 assaillants. Il s'est défendu et un de ses attaquants a été tué. Dans la Naudière, même genre de scénario. L'homme a été attaqué chez lui. Ce serait peut-être une invasion de domicile. Il a tiré pour se défendre et quelqu'un est mort. Vous pouvez lire tout ça dans le Journal de Montréal. Logement, si vous permettez, on va aller en Ontario maintenant. Il y a un reportage de Radio-Canada sur une ville qui s'appelle Brampton. Pas une ville très connue, là, mais c'est en banlieue de Toronto. Et c'est, semble-t-il, la ville où il y a le plus d'étudiants étrangers au Canada. 100 000 étudiants étrangers. Et c'est un problème, parce qu'il faut les loger.
Donc là, ce qu'il y a des gens qui ont fait, des petits fins finaux, ils ont acheté des bungalows. Imaginez là, un quartier de banlieue au Québec, là, on achète un bungalow standard, 3 chambres, mais on transforme ça en maison de chambre dans un quartier qui est pas équipé pour recevoir autant de personnes. Donc, on transforme ça en résidence étudiante improvisée. Ça donne toutes sortes de problèmes. D'abord, il y a des autos qui se stationnent partout. Il y a du va-et-vient tout le temps. Il y a beaucoup de bruit. Ce sont des résidences étudiantes. Et vous vous ramassez avec des bungalows où il y a 20, 25 personnes qui se partagent les lits, le salon, etc. Il y a des problèmes de salubrité. Ça dénature les quartiers. Il y a des problèmes de sécurité aussi. Le maire de Brampton qui est inquiété par cette situation-là. Ce que ça montre, c'est à quel point l'immigration a explosé aussi. C'est une autre démonstration de ce qui a été permis en immigration. Il y a beaucoup de petites écoles qui ont ouvert leurs portes, des écoles privées, des collèges techniques qui donnent des diplômes un peu bidons. Pourquoi? Pour faire de l'argent. Donc, on fait miroiter le visa étudiant comme une sorte de sésame pour devenir citoyen. Beaucoup de gens qui viennent de l'Inde, par exemple, qui viennent ici, qui débarquent et qui étudient, entre guillemets, mais c'est une façon d'essayer de devenir citoyen canadien. Et là, dans des villes comme Brampton, ça cause des problèmes qui étaient inédits jusqu'à il y a quelques années. Il y a eu une manifestation hier à l'hôtel de ville de Brampton pour dénoncer cette situation-là. Je termine avec l'international. Au Liban, ça continue de brasser. Le Hezbollah du Liban continue à tirer sur le nord d'Israël. Israël qui fait des frappes ciblées en fin de semaine. On a tué un important commandant du Hezbollah. On sait que le Hezbollah a recommencé à tirer sur Israël à la frontière nord d'Israël. Pourquoi? Pour appuyer le Hamas qui est en guerre avec Israël à Gaza. Donc, on va parler de tout ça avec Jean-François Lépine, mais vraiment, ça semble pas vouloir se calmer dans cette région du monde. Il y a des craintes très réelles qu'une guerre ouverte entre les deux parties, le Hezbollah et Israël, n'éclate. 6h25, merci d'être là, écrivez-moi. 98985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Histoire complètement folle qu'on va aborder ce matin. Jonathan Raymond a été tué au Pérou par un ami québécois. Les deux étaient en affaires dans le commerce du cacao. Ça a mal viré. Et Jonathan a été tué par un type qui s'appelle Philippe Truchon. C'est un Québécois, lui aussi. Il a été condamné par la justice du Pérou à 20 ans de prison. Et là, récemment, a bénéficié d'une libération provisoire, ou en fait, je pense que c'était une permission de sortie. Il en a profité. Pourquoi? Il en a profité pour revenir au Québec. Il s'est sauvé. On ne sait pas trop comment il est revenu. Il se cache maintenant dans le vieux Boucherville. Vous pouvez deviner que la famille de la personne qui a été tuée, Jonathan Raymond, n'est pas très contente. La sœur de M. Raymond, Catherine, a fait plusieurs publications sur les réseaux sociaux, a contacté la police. Il semble que la police puisse rien faire pour une raison bien simple. Le crime dont est accusé ce monsieur-là n'a pas été commis au Québec. La mère de Jonathan Raymond, Diane Labarre, est au bout du fil. Madame Labarre, bonjour. Bonjour. Madame Labarre, d'abord, peut-être me parler de votre fils et ce qui l'a amené au Pérou il y a quelques années. Oui, c'est un projet qu'ils ont commencé... ils voulaient faire pousser quelque chose. Fait qu'ils ont commencé à acheter... il a commencé à acheter des terrains à très, très bas prix. Là-bas, la culture est quand même assez facile. Les terres sont quand même bien fertiles pour certaines choses. Puis, à force de s'informer, au commencement, c'était des oranges, et ça. Bon, à force de s'informer, il a décidé que le cacao, avec toute la demande mondiale qui était là pour ça, il a dit, ça va être ça qu'on va commencer à faire. Donc, ils ont commencé avec Philippe, ils ont commencé à développer ça, mais c'était le projet de Jonathan. Là. Philippe était là juste pour l'aider, finalement. Puis, ils ont défriché des terres là-bas, dans la maison. Dans les premiers projets, il y a des centaines, je me souviens plus, des centaines de milles de pieds de bananes qui ont fait pousser pour faire protéger leur cacao, parce que leur cacao, c'est des petites plantes fragiles au soleil. Donc, tout ça s'était rendu à maturité. C'était assez grandiose comme projet.
Puis c'est ça, là, on était rendu là. Moi, je l'ai visité comme 6 mois avant son décès, donc en janvier. J'ai pu visiter toutes ces plantations là, qui étaient déjà là. À l'époque, ils n'étaient pas encore dus à la récolte, mais c'est ça, tout était comme ça. Là, le projet était tellement énorme, puis on avait besoin plus d'argent là, pour commencer à aller chercher des récoltes. C'était rendu plus gros que ce qu'on avait pu imaginer. Là, fait que c'est ça qui a fait un peu déclencher, je pense, l'aspect jalousie ou l'aspect... je sais pas. Ce qu'on sait, Mme Labarre, il y a eu un litige entre votre fils, Jonathan Raymond, et Philippe Truchon. Et Truchon a tué votre fils. Ça a été établi par la justice et Truchon a même admis les faits dans une entrevue à la presse. Quand il a été condamné, j'imagine que vous pensiez qu'il allait être en dedans au Pérou pendant 20 ans. Bien, aussitôt qu'ils ont eu... moi, j'avais été faire les recherches là-bas, on ne le trouvait pas, mais aussitôt qu'on a eu que les policiers ont eu comme des soupçons vraiment que c'était ses 2 amis qui avaient tué Jonathan. Au Pérou, ils ont le droit... Ici, vous avez le droit, je crois, de garder un suspect 24 heures pour faire les procédures et tout, mais eux autres, tant qu'ils demeurent dans l'incertitude, ils ont le droit de conserver quelqu'un à l'intérieur de la prison pendant 2 ans. Donc, la journée qu'ils ont décidé, oui, c'est eux, oui, on a assez de preuves, oui, on a assez de soupçons, ils les ont mis en prison. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont fait quand même de la prison, parce que tout leur temps du premier procès, ils étaient déjà en prison, mais la petite prison, comme on appelle, du village. Quand vous dites « ils étaient », là, je le souligne pour les auditeurs, Mme Labarre, là, c'est qu'il y a un complice aussi qui a été condamné. Lui a agi après le meurtre. Dites-moi, comment vous avez appris que ce gars-là, Philippe Truchon, d'abord avait quitté le Pérou, puis ensuite s'était fort probablement caché présentement dans le vieux Boucherville? Bien, parce que nous, on est tous natifs de Boucherville. C'est un petit monde pour cette période-là. Puis, c'est les amis d'amis, les amis de Jonathan, les amis de Philippe. Bon, c'est tout comme je vous dis, c'est tout un petit monde. Il y en a qui ont été, en tout cas, qui doivent accepter ce que Philippe a fait. Parce qu'il y en a un qui, dans le moment que c'est lui qui l'a, pas qu'il le cache, mais en tout cas qu'il l'héberge. Mais quand il est arrivé au Pérou, quand il est arrivé au Québec, il paraît qu'il est arrivé chez son père. Alors, est-ce que c'est son père qui l'a dit? Je ne sais pas, on ne peut pas spéculer, là. Mais dans le moment, c'est des amis à Jonathan qui l'ont vu à Boucherville, qui ont confirmé qu'il était bien à Boucherville avec des amis et tout ça. Là, j'ai vu les publications de votre fille Catherine, la sœur de Jonathan, qui dénonce la situation, qui a appelé la police, qui est allé voir les policiers, et les policiers lui ont dit « Nous, on peut rien faire ». Expliquez aux gens, expliquez aux auditeurs, Mme Labarre, la sorte de vide juridique dans lequel Philippe Truchon peut rester au Canada. Oui, on est comme dans une zone grise. On a tout fait. Moi, j'ai téléphoné les ambassades, j'ai essayé de rejoindre mon procureur là-bas, mais c'est très difficile pour nous parce que tout est espagnol. Il n'y a personne qui parle anglais, tout est espagnol. Alors, on a dû frapper ici. Les ambassades nous ont dit faut qu'on fasse ouvrir un dossier. On a appelé la GRC, ils ne pouvaient pas s'occuper de nous. On a appelé la Sûreté du Québec, ils ne pouvaient pas s'occuper de nous. Alors, ils nous ont dit, les ambassades nous ont dit, non, vous devez aller voir vraiment les policiers de votre district. Donc, moi, maintenant, j'habite Saint-Hilaire, donc je suis allée voir à Belleuil. Tout le monde reste estomaqué, tout le monde peut nous aider, mais personne ne peut rien faire. Catherine, c'est pas ma fille, c'est la sœur à Jonathan, c'est la fille de mon ex. Alors, elle s'est présentée, vu qu'elle est d'Arène, elle s'est présentée dans le même district de Boucherville qui est Longueuil. Et là, eux ont pu prendre la déposition, sa déclaration de tous les faits, mais eux autres aussi, ils avaient comme les mains liées dans le dos. C'est comme quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Puis quand ils ont référé un peu plus haut que la personne qui te reçoit, le policier qui te reçoit, là, les enquêteurs, ils ont dit, étant donné que c'est un crime qui était commis à l'extérieur, jugé à l'extérieur, le Canada ne peut pas rien faire. Si je comprends bien, Mme Labarre, là, Philippe Truchon
parce que le crime n'a pas été commis au Canada, même s'il a tué un Canadien, une fois qu'il revient ici, il est en liberté. Tant que le Pérou ne fait pas la demande d'extradition, et le Pérou n'a pas fait la demande d'extradition pour qu'on renvoie Truchon là-bas. C'est bien ça? Bien, moi, j'ai fait faire d'autres recherches là-bas au Pérou parce que j'ai quand même des amis ou des connexions que j'ai là-bas. J'ai téléphoné. Puis, il y a bien un mandat international ou national qui a été émis par la Cour des juges. Je lis la copie, puis tout ça, ça a été fait, émis en août 23. Là, je me disais, ben non, ici, tout le monde nous dit, là, parce que les enquêteurs ont commencé à faire des recherches, puis qui ont dit qu'il n'y avait pas de signal de notre Interpol. Tandis qu'eux autres me disaient le contraire, que le Pérou, il avait mis un mandat. Alors, finalement, moi, j'ai envoyé cette copie-là à mon enquêteur. L'enquêteur, ça, c'est vraiment une perte. Lui, il frappe aux portes. En tout cas, il essaie, malgré que lui aussi a de la misère à ouvrir les portes. Alors là, ils ont réussi à envoyer ça à Interpol Canada. Canada ont contacté, semble-t-il, ont contacté Interpol Pérou parce que là, en principe, il devrait avoir un dossier ouvert qui a comme un red flag qui appelle. Que là, il pourrait. Mais suite à ça, là, le dossier est envoyé à la GRC, mais personne n'a l'autorisation de le capturer encore. Faut que ce soit le gouvernement, les deux gouvernements, canadiens et Pérou, qui prennent entente ou qui disent OK, on peut le récupérer et on le retourne. Mais ça, c'est pas chose faite. Madame Labarre, clairement, là, le cas est dans les limbes. J'espère pour vous que ça va se régler parce qu'il y a clairement une injustice. Là, le meurtrier de votre fils, il est revenu au Québec. Il est dans le vieux Boucherville. Vous savez même, là, je pense, là, à peu près, il est où? Avez-vous un message pour Philippe Truchon s'il écoute la radio? Qu'il prenne ses responsabilités. Parce que les collatérales qu'il a fait, nous, on ne peut pas faire notre deuil. Parce qu'à chaque fois qu'on se sent bien, à chaque fois qu'on passe à autre chose, il y a des événements de même qui nous arrivent. Puis, il faut qu'il prenne ses responsabilités parce que supposons que le gouvernement ne fera rien. Il va vivre avec ce fardeau-là. Il va nous faire vivre ça à nous. Mais pas juste à nous, à sa famille, à tout son entourage. Et ça peut pas être comme ça. Mais c'est pas juste à Philippe, c'est le gouvernement. Si Philippe aurait été, je sais pas moi, prédateur sexuel à l'extérieur du pays, puis tout ça, le gouvernement pourrait l'arrêter, le gouvernement pourrait le mettre en prison ici et pourrait le juger. Mais pourquoi peut-il pas faire ça? Moi, je ne demande pas nécessairement qu'il retourne au Pérou. S'il ne veut pas retourner au Pérou, que le gouvernement dise « Parfait, on va faire purger ta peine ici. » Mais il faut qu'elle purge sa peine. Moi, mon fils ne reviendra jamais. Il a gâché nos vies. Vraiment, on est vide. Madame Labarre, je sympathise avec vous. C'est une très bonne question que vous posez là, à savoir pourquoi on ne peut pas l'arrêter ici, le mettre en prison. J'espère que le cas va se régler et que Philippe Truchon va purger sa peine d'une façon ou d'une autre. Prenez soin de vous, mes sympathies, et on va sûrement se reparler très bientôt. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci. C'était Diane Labarre, la mère de Jonathan Raymond, tué au Pérou en 2017 par Philippe Truchon. Il a fui le Pérou et là, profite de ce qu'on peut appeler des limbes juridiques, comme le crime n'a pas été commis au Canada et qui est revenu au Canada illégalement. Il ne peut pas être accusé, ne peut pas être non plus emprisonné. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. On va parler maintenant de faits divers. On a évoqué ça la semaine passée. Il y a beaucoup de brouhaha dans le crime organisé et désorganisé dans la région de Québec et dans l'est du Québec. On a appris la semaine passée qu'il y a eu une attaque contre un local des Hells Angels à Frampton, c'est en Beauce. Et les Hells ont été attaqués par des adolescents dans des gangs de rue montréalais qui ont été recrutés pour aller tirer comme ça, faire peur aux Hells. Ça s'est mal terminé. Véhicule incendié et aussi le corps d'un adolescent de 14 ans
qui a été retrouvé. Il était, semble-t-il, parmi les assaillants et ces deux-là étaient armés jusqu'aux dents, disons-le, de AK-47. Disons que ça pose la question de la lutte au crime organisé et désorganisé. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. Il est au bout du fil. Monsieur Bonnardel, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. M. Bonnardel, je vais tout de suite préciser, là, vous n'allez pas commenter les enquêtes en cours. C'est pas votre travail comme ministre, c'est à la police de faire ça. Mais j'étais curieux de savoir, quand on voit à quel point là, il y a une montée du crime désorganisé au Québec, des gangs qui sont pas là, sous le joug de la mafia, sous le joug des Hells Angels, à quel point ça vous inquiète de voir le réalignement des plaques tectoniques dans le crime au Québec? C'est certain, M. Lagacé, c'est certain que je suis inquiet quand je vois une situation comme on a eu à Frampton la semaine passée, un jeune de 14 ans. Inquiet, mais rassuré dans une certaine mesure parce que, j'ai rencontré 2 fois l'état-major, Mme Beausoleil en premier lieu. La semaine passée, on a fait un état de situation. Et vous savez, vous l'avez bien mentionné dans le préambule, là, c'est un combat qui sort des limites de la Ville de Québec. Depuis 18 mois, on a vu des situations en Beauce, Chaudière-Appalaches, Sept-Îles, le Saguenay. Quand je dis je me réjouis, c'est que tous les effectifs policiers, notre police nationale en premier lieu, prennent la situation extrêmement au sérieux. Partage de renseignements. Souvenez-vous aussi, en début d'année 2024, fin février, il y a une des opérations qui a été fructueuse, l'opération Scandaleux. C'était une des plus grosses opérations où autant la Ville de Québec, la SQ nécessairement, la police de Lévis, la police de Saguenay, ont uni leurs efforts pour arrêter une trentaine de personnes, une quarantaine de perquisitions, saisies d'armes à feu, chargeurs à haute capacité, stupéfiants. Donc, ça, c'était une des plus grosses opérations depuis la guerre des motards que certains se souviennent, voilà 20-25 ans. Il y a 20-25 ans, vous le mentionnez, là, les policiers ont commencé à combattre le crime organisé des motards. Il y a eu une guerre des motards sanglante. Ça a mené à, disons, un changement de paradigme. On a créé des escouades spécialisées. On a demandé des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Pensez-vous, dans l'état actuel des choses, en 2024, on a besoin d'un nouveau changement de paradigme dans la police et dans le cadre législatif pour faire face non seulement au crime organisé, mais au crime désorganisé? C'est certain que je vous dirais que c'est un éternel combat. C'est un éternel combat, puis des fois, je vois ça un peu... L'image peut être particulière, mais comme un jeu d'échecs, il faut préparer 1-2 coups d'avance pour comprendre un peu quelle sera la réponse. Puis vous l'avez un peu mentionné, le combat entre les motards, voilà 20-25 ans, ils se connaissaient. Maintenant, c'est un combat entre gangs de rue sans foi ni loi ou presque, des jeunes qui sont recrutés pour aller plus juste de la petite criminalité. C'est rendu grave, là, parce que tu disais à 14 ans, quand tu es rendu dans de la grande criminalité, c'est grave. On utilise ces jeunes pour commettre des crimes. Puis dans ces situations, les paradigmes ont éclaté, ont changé. Et c'est là que, pour moi, la couleur des chemises au Québec, il n'y en a plus de couleur. Qu'on soit à Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Laval, Longueuil, la Sûreté du Québec, c'est un combat où tous les corps de police doivent être unis pour combattre le crime. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais quand vous m'avez dit tantôt, es-tu inquiet? Je suis inquiet, moi, pour des victimes collatérales, des erreurs sur la personne. Donc, dans ces circonstances, tout le monde a travaillé ensemble, puis surtout le partage de renseignements. Puis ça va aussi loin que de sortir des frontières du Québec, que ce soit avec Interpol, les services de renseignement canadiens, la GRC, les FBI ou autres. Vous m'avez dit que toutes les couleurs de chemise doivent travailler ensemble. Bon, les couleurs de chemise, c'est les couleurs selon les différents corps de police. Je sais qu'il y a une idée qui a déjà circulé là, pour centraliser l'information, c'est d'avoir un corps de police au Québec. Pensez-vous que ça aiderait à faire face à du crime semblable? Non, on n'est pas là. Je pense que tout le monde a sa place au Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Laval. Notre police nationale, c'est nécessairement elle qui supervise en haut lieu le crime organisé. Puis quand j'ai dit tantôt que l'opération Scandaleux était quand même un succès là, au début de l'hiver, à la fin de l'hiver dernier, vous comprendrez que on est sur le terrain. Là, puis souvent, les gens me disent « Ouais, OK, les policiers, on les voit, ils sont là, sont en chemise. » Mais il y en a aussi qui n'ont pas de chemise. Il y en a qui sont en civil, qui font le travail terrain. Puis l'opération de la semaine passée, une des opérations importantes de vendredi soir dernier, c'est 25 corps de police ou à peu près, où 120 policiers étaient là sur le terrain pour aller parler à certaines personnes, pour leur expliquer qu'on allait être là. Quand je dis « on », là,
tous les corps de police du Québec. Donc, quand je le dis bien respectueusement puis humblement, on a tous à travailler ensemble pour combattre ce crime. Puis c'est un éternel combat qui, malheureusement, peut être compliqué quelquefois. Puis oui, les paradigmes ont évolué, changé entre la guerre des motards qu'on a connue, 25 ans, versus aujourd'hui, là. Parlant de travailler ensemble, il y a le maire de Québec, Bruno Marchand, qui n'est pas très content avec vous parce que lui réclame des fonds pour pouvoir embaucher des nouveaux policiers. Si j'ai bien compris là, ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est que vous lui avez offert l'assistance de la Sûreté du Québec. Il a fait une sortie publique, monsieur le maire, pour dire que c'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de nouveaux policiers, pas l'assistance de la SQ. Comment vous avez réagi à sa sortie? Bien, ça faisait partie un peu de la rencontre de vendredi matin passé, faire un état de situation des derniers jours. Fenton en particulier, parler de la situation de la ville de Québec, les opérations que la SQ allait mener vendredi soir dernier. Puis moi, ce qui est important, c'est que je veux pas... Puis je sais que la Ville de Québec et son service font un excellent travail, mais je peux pas laisser un maire dire à sa population « J'ai absolument besoin pour combattre le crime de policiers additionnels. » Si tu me dis ça, ben moi, je réagis en me disant, la police, comme je le disais tantôt, là, ça sort des frontières de la Ville de Québec, ce combat contre le crime organisé. Donc, j'ai dit à Mme Beausoleil, comment on peut supporter, pas juste pour une semaine ou 2 semaines, là, si on a besoin d'effectifs additionnels dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois, que ce soit d'effectifs spécialisés en crime organisé, contrôle d'armes à feu, spécialistes de renseignement, enquêteurs, ben, je lève la main, là, je dis, OK, M. le maire, vous avez besoin d'effectifs là, sur un court, moyen terme, on va être là. Donc, on vous offre l'aide de la Sûreté du Québec pour supporter votre service de police. Puis c'est là que je le disais tantôt, là, pour moi, ça n'a pas de couleur, ce combat-là. Ce combat-là, il se fait tous ensemble, les effectifs, que ce soit de la Sûreté du Québec ou du SPVQ de la Ville de Québec, pour combattre le crime organisé. Mais pour être clair, M. Bonardel, le gouvernement du Québec ne va pas donner plus d'argent à la Ville du Québec. Je vais recommencer ma question au complet, mais vous voyez où je veux venir. Le gouvernement du Québec ne va pas donner plus d'argent à la Ville de Québec pour le service de police de la Ville de Québec, comme le demande le maire Marchand. Non, parce que la Ville de Québec a le pouvoir de financer de façon additionnelle, si elle le souhaite, son corps de police, d'augmenter les effectifs. Puis, pour les gens qui nous écoutent 30 secondes, là, de 2018 à 2024, on supportait et on supporte les différents corps de police en 2018. On leur donnait 16 millions de dollars pour de la répression, combattre la répression, la prévention, les organismes communautaires. Puis 6 ans plus tard, on est rendu à 112 millions de dollars. Donc, on fait beaucoup pour prévenir, pour guérir. Puis dans ce contexte, on est persuadé qu'on met les efforts convenables additionnels qui vont supporter les corps de police. Mais pour ce qui est des effectifs de la Ville comme telle, c'est à eux de faire le choix d'augmenter leur effectif s'ils le souhaitent. Puis nous, ben, en supplétif, si je peux le dire ainsi, la Sûreté du Québec lève la main comme on le fait. J'espère qu'on va avoir une réponse positive du maire de Québec dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Merci, on va suivre ça avec intérêt. Merci d'avoir pris le temps, M. Bonardel. Bonne journée. Merci. Bye. C'était François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique. Bon, maintenant, on va rester dans le même thème. Le Québec qui connaît une hausse considérable des pannes de courant depuis une dizaine d'années. Ça a été souligné par la vérificatrice générale du Québec. Donc, en 2014, les clients étaient privés de 3 heures d'électricité en moyenne. En 2023, 10 ans plus tard, c'était 18 heures. Et dans certaines régions du Québec, la hausse est encore plus marquante, comme dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, où on retrouve Saint-Lazare. Les pannes ont bondi de 353 % depuis 2019. C'est notamment ce qu'on pouvait lire dans un reportage d'Ariane Lacourcière dans la presse en fin de semaine. On va parler immédiatement avec Geneviève Lachance, elle est mairesse de Saint-Lazare. Madame Lachance, bonjour. Bonjour. Comme ça, l'électricité coupe souvent dans votre coin. Bien oui, on est dans une région qui est quand même assez boisée. Alors, la végétation, c'est sûr que c'est une problématique. Alors, on a beaucoup de pannes ici, juste un petit coup de vent, puis souvent, ça nous lâche. Savez-vous pourquoi dans votre coin, ça lâche plus souvent qu'ailleurs? Bien, comme je dis, la ville de Saint-Lazare a été bâtie dans une forêt. Alors, on a des maisons qui sont entourées de boisés. Les pôles d'Hydro-Québec sont aussi en arrière-l'eau, qui fait que c'est plus difficile d'atteindre les pôles, mais c'est aussi plus boisé en arrière-l'eau. Alors, c'est sûr que nous, on est affectés directement et souvent. OK. Je sais que la municipalité a tenté d'alerter Hydro-Québec. Quand vous levez la main et que vous essayez de signaler le fait que vous êtes vraiment frappé par beaucoup de pannes d'électricité, comment réagit Hydro-Québec?
Bien, c'est sûr que en tant que municipalité, c'est avec les citoyens qui veulent interagir et non la ville. Alors, on nous réfère souvent les discussions doivent arriver entre la ville et les citoyens, et non, je m'excuse, les citoyens et Hydro, et non la ville. Alors, on n'a pas beaucoup de pouvoir en tant que municipalité. Là. On n'a pas d'ailleurs aucun pouvoir contre Hydro là, pour les faire bouger. Mais sans avoir du pouvoir, est-ce que la municipalité a déjà levé la main au nom des citoyens pour essayer d'avoir des réponses d'Hydro-Québec? Oui, souvent. Puis, on est encore en communication avec Hydro-Québec. On peut voir depuis le verglas de 2023, avril 2023, qu'Hydro-Québec a quand même réagi beaucoup plus. La communication est meilleure. Puis, on voit qu'ils veulent faire quelque chose pour aider, que ce soit à Saint-Lazare et partout au Québec. On le voit avec leur plan d'action 2035, que c'est une priorité, justement, la fiabilité. Alors, oui, on voit quand même Hydro-Québec qui réagit maintenant, mais ça fait longtemps qu'on lève la main puis qu'on n'avait pas de réaction avant. Fait que c'est sûr que c'était très frustrant. Puis là, ils ont commencé à répondre. Ils ont commencé à répondre. Là, depuis, je dirais, vraiment le verglas de l'année passée, là, on commence à voir beaucoup plus d'actions. Ils sont plus sur le terrain, puis ils communiquent plus avec nous. Là. Et là, il y a une lettre de Michael Sabia dans la presse d'aujourd'hui en réaction au reportage d'Ariane Lacourcière dans lequel vous étiez nommée, Madame la mairesse. Il dit, oui, il faut faire mieux, on a amélioré les choses, mais c'est clair que le réseau a été négligé ces dernières années. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de cette lettre-là? Bien, c'est pas la première fois qu'ils admettent qu'ils ont délaissé un peu l'entretien. Mais comme je dis, le rattrapage va être très difficile et quand on parle juste en 2024 qu'on veut diminuer seulement de 1% les pannes d'électricité, c'est juste pas assez pour faire une différence pour les citoyens. La durée d'une panne moyenne dans votre coin, là, est-ce que vous avez déjà été en mesure de l'estimer? Non, c'est difficile parce que souvent, c'est des secteurs spécifiques qui sont frappés. C'est pas nécessairement la municipalité au complet. C'est souvent les mêmes secteurs qui semblent affectés aussi. Et puis, des fois, ça peut être quelques minutes, que plusieurs heures. Mais comme l'année passée, justement, durant le verglas, on était quand même un des derniers à être reconnectés. Là, ça a duré presque 5 jours. Très bien. Bon, on va suivre ça avec intérêt et bonne chance s'il y a une panne d'électricité aujourd'hui, Madame la mairesse. Bonne journée. Merci, bonjour. Salut, c'était Geneviève Lachance, la mairesse de Saint-Lazare. Voici Patrick Lagacé. J'accueille en studio Daniel Breton. Vous le connaissez, il a été en politique, a travaillé pour la chose verte toute sa vie et nous arrive maintenant avec un livre, 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. C'est aux éditions Somme Toute. Il est aussi président-directeur général de Mobilité électrique Canada depuis 2020. Monsieur Breton, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On va parler de votre livre, mais avant ça, je suis curieux de connaître votre lecture des derniers développements sur Nordvolt. On sait, au Québec, il y a l'implication de la compagnie en Montérégie, mais aujourd'hui, Nordvolt en Suède a annoncé qu'on supprimait 1600 emplois. On dirait que la filière électrique a de l'eau dans le gaz. Oui et non. C'est-à-dire que la filière économique en général dans le monde a de l'eau dans le gaz. C'est-à-dire que le coût de la vie a augmenté partout. Les ventes de véhicules en général ont ralenti. Au prorata, les ventes de véhicules électriques ont continué à augmenter en Europe, dans la plupart des pays, aux États-Unis. Au Québec, au Canada, là, ça a augmenté de façon importante. Là. On va dépasser nos objectifs pour 2025-2026 au Québec et au Canada. Puis, moi, je vois la bonne nouvelle de Nordvolt au Québec, c'est que là, ils n'annoncent pas de coupure, puis ils disent on continue avec notre plan. Mais voyez-vous, avec ce qu'on entend sur Nordvolt, je comprends que c'est une jeune pousse puis que des fois, il y a des douleurs de croissance pour des nouvelles entreprises. Oui. Mais pensez-vous que cette usine-là au Québec va voir le jour? Absolument. Ah oui, je suis convaincu de ça. D'autant plus qu'il y a une nouvelle qui est passée sous le radar, c'est-à-dire que dans 4 jours, le gouvernement américain va mettre en place un tarif à l'importation de batteries de véhicules légers et lourds électriques chinois. Or, la plupart des batteries, pour le moment, sont fabriquées en Chine. Donc ça représente une opportunité extrêmement importante pour le marché nord-américain pour Nordvolt. OK. Dernière nouvelle que je veux aborder avant qu'on parle de votre livre avec vous, M. de Breton. Là, c'était dans la presse ce matin. En fait, nouvelle du Washington Post. Ford qui met la pédale douce sur le tout électrique. Il y a les incitatifs gouvernementaux, mais il y a aussi la lecture froide, lucide, que les constructeurs font du marché, du potentiel de croissance. Puis ce qu'on voit, c'est que l'enthousiasme n'est pas le même qui était
qui pouvaient l'être il y a 1 an ou 2 chez les constructeurs nord-américains? En fait, il y a des constructeurs qui en arrachent plus que d'autres. C'est-à-dire que c'est pas égal. C'est pas tout le marché qui va bien ou tout le marché qui va mal. Il y a des constructeurs qui vont mieux que d'autres dans leur transition vers les véhicules électriques. Ce qui fait qu'il y a des constructeurs qui vont devoir s'ajuster. Le président de Ford avait dit que quand il est allé en Chine pour aller voir les véhicules électriques, il s'est rendu compte qu'il était très en retard. Donc, c'est certain que c'est pas évident. Une fois cela dit, quand on regarde les ventes de voitures électriques au Québec, on bat des records. On a déjà dépassé les objectifs de l'année prochaine. Au Canada, c'est pareil. Donc, je sais qu'il y a des constructeurs qui vont vivre des moments difficiles dans les années à venir. Mais on sait qu'au Québec, le gouvernement a décidé là, de supprimer graduellement le rabais. Oui. Est-ce que ça, vous pensez que ça va avoir un impact sur les ventes? Trop tôt pour le dire. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, en Colombie-Britannique, ils ont fait passer le rabais de 7 000 à 4 000 et les ventes de véhicules électriques là-bas ont continué à augmenter. Donc, on va voir au Québec. Parfait. Parlons de votre livre maintenant. Oui. C'est pour ça que vous êtes ici. 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. Juste le titre me donne à penser que vous étiez fâché d'entendre certaines choses. En fait, en 2016, j'avais publié un livre où j'avais une 12aine de pages sur les mythes sur les véhicules électriques. Et puis, je me disais naïvement que rendu en 2024, j'aurais plus besoin d'en parler, mais c'est le contraire. Plus les véhicules électriques sont populaires, plus j'entends de mauvais articles écrits par des journalistes, de mauvais relais, de mauvais messages sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de fausseté. Comme quoi? Qu'est-ce qui vous a fâché au point de décider d'écrire un livre? Moi, je veux dire, j'ai une formation en climat et en analyse de cycle de vie. Moi, je regarde quand les gens disent les véhicules électriques, finalement, c'est plus polluant que les véhicules à essence. Ça, c'est complètement faux. À cause de l'extraction là, des métaux rares, souvent. Oui. Puis une analyse de cycle de vie complète, mais ça inclut l'extraction des ressources naturelles pour les véhicules électriques ou de dire on va manquer d'électricité. Ça, je l'entends beaucoup. Au Québec, là, si tous les véhicules, ou presque tous les véhicules le sont électriques. Partout en Amérique du Nord, je l'entends. Donc, ça aussi, c'est une fausseté parce qu'en fait, le vrai défi des compagnies comme Hydro-Québec dans les années à venir, ce ne sera pas les véhicules électriques. Ça va être l'augmentation de la population, augmentation du PIB, augmentation des industries. Les véhicules électriques vont constituer au contraire une solution pour gérer la demande d'électricité. Dans votre livre, vous expliquez que oui, il y a des véhicules électriques qui sont plus chers. Sauf que les véhicules à essence aussi ont augmenté. Quand on fait le comparatif, toute proportion gardée, le véhicule électrique est un meilleur deal que le véhicule à essence. De plus en plus, parce que le prix des véhicules à essence a tellement augmenté depuis 5 ans. C'est fou. Que là, c'est rendu que, d'abord, les constructeurs ont éliminé la plupart des véhicules à essence d'entrée de gamme. Ouais. Donc, c'est un vrai enjeu. Donc, c'est pas tant que les véhicules électriques sont chers, c'est que les véhicules neufs sont chers. Mais quand tu regardes les coûts totaux de propriété, prix du véhicule, prix d'énergie, prix d'entretien, etc., il y a de plus en plus de véhicules électriques qui reviennent carrément moins chers que les véhicules à essence équivalents. OK. Vous faites une démonstration là, scientifique, chiffres à l'appui, là, qui est assez convaincante sur la pertinence d'avoir un véhicule électrique. Mais là, je voyais, vous avez eu différents types, M. Breton, de véhicules électriques. Là, vous êtes avec une Tesla. Puis moi, quand j'ai écrit sur mes frustrations par rapport au réseau de bornes, surtout, mais pas uniquement aux États-Unis, les gens m'écrivent « Oui, mais si t'avais une Tesla, ce serait bien mieux. » Fait que vous êtes vraiment avec le meilleur véhicule, pas pour juste pour les voyages. Mais pour les voyages, je pense, parce que le réseau est excellent pour Tesla. Oui. Cela dit, moi, je reviens à peine d'un voyage de 3800 km dans les Maritimes en voiture électrique, ton Tesla, Nissan Ariya. Ça a très bien été. Il n'y a aucune borne rapide qui n'a pas fonctionné. Je n'ai attendu pour avoir une borne disponible nulle part. La seule place, c'était Petro-Canada, qui est reconnu pour avoir un réseau de recharge épouvantable. Donc, les réseaux comme Flow, Circuit électrique, New Brunswick Power, Electrify Canada, j'ai été extrêmement bien servi. Et j'ai fait exprès de ne pas y aller en Tesla, justement pour tester les réseaux. OK, vous n'étiez pas en Tesla à ce moment-là? Non, j'étais en Nissan Ariya. Nissan Ariya. Puis l'autonomie de ce véhicule-là est combien? À peu près 450 km. Ça va être quoi le point de bascule, vous pensez, pour qu'on arrête de parler des désavantages réels ou imaginaires des véhicules électriques et que les gens fassent le virage? Bonne question. Moi, j'espère que ce livre-là va contribuer à convaincre des gens qui sont sur la clôture, là, qui sont pas certains. Moi, je pense que le réseau de recharge doit bien évidemment continuer à se développer. Ça, c'est certain. La fiabilité des bornes de recharge s'améliore, mais elle doit continuer à s'améliorer. Mais quand on va aux États-Unis, l'enjeu niaiseux, là, puis parce que vous avez vécu ça, moi, je connais d'autres qui l'ont vécu, c'est la carte de crédit canadienne.
Tu arrives pour payer aux États-Unis, puis c'est pas juste pour les véhicules électriques. Là. Même tu veux payer de l'essence, tu te demandes ton code postal américain et ça fait pas. Monsieur Breton, c'est vraiment niaiseux. Je trouve qu'au Québec, le réseau est somme toute proportion gardée, là, je le trouve bon. Okay? Ouais. Ceci étant dit, il y a quand même des irritants. Des fois, là, tu essaies de te brancher, ça marche pas, ça te dit pas pourquoi. Le fil, le tube est très lourd, fait que quand tu gosses avec ça, débranche, c'est fatigant. Il n'y a pas de toit par-dessus. C'est des petites niaiseries, là. Mais ça m'est arrivé d'essayer de me recharger avec une borne qui fonctionnait pas au Québec. Il pleut en diagonale. Je suis pas super content. Non. Je vais aller à la toilette, il y a un champ à côté, c'est là que je suis allé à la toilette. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gossage. Aux États-Unis, je vous le dis, là, j'étais à prévenir fou. Ça m'a pris, je pense, 11 heures à me rendre à New York. Peut-être que je suis plus niaiseux que la moyenne des ours, mais le réseau me semblait un peu hétéroclite. Là. Mais en fait, les choses évoluent tellement rapidement par rapport au déploiement des bornes de recharge un peu partout en Amérique et dans le monde. Moi, je suis allé en Norvège il y a 2 ans. Eux, ils sont 5-10 ans avant nous autres. Là. Donc, là-bas, tu arrives avec... à des bornes de recharge. Il y en a, c'est pareil comme des stations-service. Au lieu que ce soit une pompe à essence, donc tu as un abri, tu te branches, prends quelques minutes, tu vas au dépanneur, tu changes un snack, tu repars. À terme, on va en venir à ça. Et ce qu'on appelle le plug and charge, ça s'en vient sur la plupart des réseaux de recharge. Ça, le plug and charge, c'est facile. Pas d'application, pas de carte, rien. Tu branches ta voiture, that's it. Fait que c'est encore plus facile. Payer. Oui, mais c'est que la voiture va être reconnue par la borne de recharge. Et ça, de plus en plus de réseaux vont avoir ça. Donc, la voiture va être intelligente, puis on n'aura pas besoin là, de se casser la tête avec les applications, les cartes. Oui, de remplir de nombreuses applications, d'ailleurs, pour payer. Le mythe qui vous fâche le plus par rapport à l'auto électrique, c'est quoi? Ah, mon Dieu. En fait, l'impact environnemental, c'est sûr que ça me fâche d'entendre des gens vous dire que c'est pire. Puis, il y a aussi le fait de dire, quand tu as une voiture électrique, c'est juste bon pour se promener dans les villes. Et moi, je demeure en région et je connais beaucoup de gens qui demeurent en région rurale, en région éloignée, qui ont des voitures électriques. Il n'y en a pas d'enjeu. Quand tu as de l'électricité, en général, les gens ont de l'électricité à la maison. Si tu restes en campagne, tu as une borne à la maison, tu as une entrée de garage ou un garage. Avoir une borne, c'est facile. Et il y a de plus en plus de concessionnaires à qui je parle qui sont en région éloignée, en région rurale, qui en vendent beaucoup. Mais M. Breton, moi, l'argument que j'entends, c'est pas la ville ou la campagne, c'est fais-tu beaucoup de kilométrage? Je vous l'avoue, là, moi, je suis vendu, mais s'il fallait que je fasse Montréal-Québec 2 fois par semaine, là, je suis pas sûr que je fasse le virage tout de suite. Oui, mais c'est parce que... En tout cas, on ne dévoilera pas de secret, mais je veux dire, avec les voitures électriques de technologie plus récente, faire Montréal-Québec, là, il s'est rendu qu'il y a des voitures électriques de moyenne gamme qui sont capables de faire Montréal-Québec aller-retour sans recharge. Oui, en été. En été. En hiver, tu peux faire Montréal-Québec, tu arrives à Québec, tu te branches, tu reviens, c'est correct. En terminant, votre meilleur argument, Daniel Breton, pour quelqu'un, pour une famille là, qui serait sur le point, qui doit changer de véhicule, on est à essence, puis qui se dit, est-ce que j'y vais avec l'électrique? Sortez votre calculatrice. Il y a des véhicules électriques aujourd'hui qui sont offerts à des prix extrêmement compétitifs, que ce soit des VUS ou des pick-up ou des minivans qui sont offerts à des prix qui défient vraiment la concurrence des véhicules à essence. Pour moi, l'argument, là, quand tu es une famille puis tu dis, je regarde combien ça me coûte au quotidien ou à chaque semaine pour mettre de l'essence dans le véhicule, tu sors la calculatrice, tu peux voir que c'est extrêmement intéressant. Moi, j'avais fait un calcul il y a quelques semaines. J'avais comparé une Toyota Corolla d'entrée de gamme, Toyota Corolla LE, en location, 48 mois, 20 000 km par année, versus une Toyota BZ4X, un VUS électrique. Si tu faisais 20 000 km par année, une 60 litres, ça te coûtait moins cher de te promener en voiture électrique que de te promener en Toyota Corolla. Et parlant de calculatrice, je dois vous dire, depuis que j'ai fait le virage, j'aime ça, pas donner d'argent à Shell, Esso et autres membres de l'oligopole canadien. Et donc, sortez la calculatrice et aussi peut-être acheter le livre 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques de Daniel Breton, qui est notre invité. Merci beaucoup, M. Breton. Ça me fait plaisir.